Bonjour. 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 Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui à Brest. Alors, on va parler de votre film Kenavo. Mais avant, j'ai une question pour Adrien, qui est le producteur du film. Oui. Vous êtes fondateur de la société de production Pictor depuis 2018. Oui. Et le premier court-métrage que vous avez produit, si je ne me trompe pas, c'était Pile Poil qui a gagné le César de meilleur court-métrage. Alors je l'ai produit avec une autre société qui s'appelle Qui Vive, qu'on a tourné en juin 2018, effectivement. Et après, j'ai fondé ma société quelques mois après, parce que j'étais producteur et associé au sein de Qui Vive. Et après, j'ai fondé ma propre société quelques mois après. Et vous avez produit combien de courts-métrages? On me pose souvent la question, je ne sais plus. Je pense 7, 6 depuis la création. Et là, j'en ai tourné 3 cette année en 2022. Et j'en ai 3 en supplémentaire en 2023. Et comment vous avez rencontré Maël? C'est Maël qui est venu me voir, parce qu'il avait déjà travaillé sur son scénario Kenavo, qui avait bénéficié de l'appel à projet de Canal+ pour la collection On s'adapte, qui est une série de 10 courts-métrages sur l'environnement et le futur. Et Maël avait obtenu le soutien de Canal+, et donc il est venu me voir. On a parlé pendant 2 heures, et on s'est bien entendu, et il m'a dit ok, si t'es partant, je suis partant, on y va. Et comment du coup vous avez accompagné ce projet, le scénario? Il y avait des changements ou pas? C'était dans la ligne de votre société ou pas? C'était complètement dans la ligne de ce que je voulais faire. Et puis moi, ce que j'aime bien aussi dans la relation que j'ai avec les auteurs avec qui je travaille, c'est la relation humaine. Et une des questions qui est fondamentale, au-delà même du scénario, c'est aussi est-ce que je me vois de travailler pendant 1 an, 2 ans avec cette personne? Quelle relation je peux avoir avec elle ou avec lui, et l'espèce de projection qui est toujours un peu une surprise, hein, parce qu'on ne sait jamais vraiment, mais de savoir est-ce que je me sens de passer tous ces moments-là avec cette personne-là, parce qu'on sait qu'on va passer des moments de joie, des moments de victoire, et puis des moments un peu durs, ou des moments où on va être un peu, des fois en conflit, on va pas se mentir, c'est ça aussi. Et donc du coup, il y a un grand rapport de confiance qui doit s'instaurer. Et dans la relation, dans la première rencontre qu'on a faite avec Maël, j'ai tout de suite senti que tout ça était possible, donc on l'a fait. Et voilà, peut-être que tu réponds un peu sur la partie écriture. Sur le scénario, moi je dirais que ça s'est assez bien passé en fait, il y a eu étape par étape. En fait, il y a eu une première version que moi j'avais écrite, que j'ai proposée d'abord à Canal+, là où ensuite ils ont sélectionné le projet, ils ont sélectionné 9 autres projets avec le mien. Et ensuite, il y avait 27 pages. Et il fallait faire 15 minutes. Et en fait, ils ont quand même sélectionné le projet parce qu'ils avaient vu l'univers dans lequel je voulais aller. Ils m'ont juste dit, bon, il y a des choses qu'il va falloir couper, tu pourras pas tout raconter. Parce que la convention, c'est en gros une page de scénario, 1 minute. Voilà, pour rappeler à peu près. Et donc 27 pages, bon, je partais sur un 27 minutes. Il y avait des moments où carrément ils s'arrêtaient, ils campaient. Enfin voilà, le road trip était beaucoup plus long, on va dire, que l'original. Donc Adrien a eu cette version aussi, hein, oui. quand on a commencé à travailler ensemble. Et en fait, il y a eu un réel accompagnement après, des échanges avec Canal+ pour le scénario. Et je pense que le fait qu'on ait tous travaillé ensemble là-dessus et qu'on se soit mis d'accord à la fin sur ces 17 pages, pas 15, mais 17 pages qui restaient, on a réussi. En fait, on n'a pas eu de souci au montage derrière. C'est-à-dire qu'après, on a eu une totale liberté et on a fait plusieurs versions entre nous, voilà. Mais la première version qu'on a montrée après à Canal+, ça a été la bonne et ça a été banco. Donc je pense que à partir du moment où on travaille très bien au scénario avec les partenaires, ensuite normalement ça roule, quoi. Et on a d'autres soucis plus techniques, etc. Mais en tout cas sur l'écriture, c'est bon. Et avec la particularité qui était qu'en gros c'était le projet initié par Maël, mais qui était dans un cadre de cet appel à projet avec des attentes très fortes de Canal+, et en même temps il fallait aussi que lui garde son identité, son univers, ses personnages. Donc il a beaucoup composé avec les avis des autres, tout en sachant aussi conserver ce qu'il voulait garder sur les personnages. Et c'était un vrai challenge. Et pour un premier film, je trouve que c'est vraiment très comment je veux dire ça, formateur. Très formateur, et c'est ça, très formateur d'avoir su garder cette ligne-là qui était indispensable. Et en tant qu'auteur, on sait très bien qu'on a envie de garder cette ligne-là, et que là, ça a été possible. Mais voilà, c'est aussi une intelligence et tout ça qui était là au rendez-vous. Donc on a pu faire le film effectivement dans des très bonnes conditions au final, qui était fidèle au scénario.
Maël, est-ce que tu peux nous parler de ton parcours du coup? Parce que toi, quand tu débarques, tu réponds à un appel à projet, tu sais déjà que tu veux être cinéaste. Et pourquoi tu choisis cette voie-là de répondre à un projet Canal+? Complètement. En fait, je pense que donc j'avais fait une école de cinéma. Je m'étais spécialisé en réalisation documentaire. Donc même si la fiction m'a toujours intéressé énormément. D'ailleurs j'avais été tourné, voilà, j'avais fait des petits courts-métrages de mon côté. Mais le documentaire, je sais pas, il y avait quelque chose de plus réel dans les personnages, etc. Et dans la façon de filmer, plus rapide aussi, qui m'intéressait. Et j'ai tourné du coup dans une ZAD pour un des documentaires. Et ça a inspiré énormément Kenavo. D'ailleurs il y a même des extraits sonores qui sont dans le documentaire. Et c'est les vrais zadistes que j'avais de la ZAD du Moulin que j'avais interrogé à cette époque, que j'ai même injecté dans le film. Donc j'aime bien m'amuser avec ça. Et pour revenir sur du coup Canal, franchement moi j'y croyais pas, tout simplement. On était en confinement pendant l'appel à projet. Et j'étais en écriture vraiment de plusieurs cours à ce moment-là, et celui-là, j'en avais un de côté, et je me suis dit il pourrait coller sur ce thème de l'écologie, de l'anticipation, et le fait de l'avoir placé aussi dans un futur proche, ça m'a donné énormément d'enjeux, et ça a donné beaucoup plus de crédibilité au personnage, à ce qu'il vivait, là où quand il n'y avait pas cette anticipation-là, c'était juste un long road trip et un long dialogue avec sa mère et la mère et son fils, quoi. Donc d'un seul coup, il y a eu tout s'est connecté, on va dire, pour créer Kenavo ensemble. Et oui, j'avais envie de faire du cinéma depuis longtemps, mais je pensais pas que ça allait arriver aussi vite, en tout cas pour un premier court-métrage produit. Je reviens sur ta rencontre avec Adrien. Quand on voit un scénario à Canal+, finalement ton histoire elle est à plat. Dans un scénario tu peux mettre quelques didascaliques ou tu peux donner quelques notes d'intention, tu l'enrobes peut-être avec quelque chose, mais ça reste quand même à plat. Le film on le voit pas, ou il est dans ta tête, mais il n'existe pas encore. Est-ce que tu peux nous dire, et Adrien, est-ce que tu peux nous confirmer, comment tu as présenté le film à Adrien et comment tu as réussi à le pitcher, quoi, on va dire. Je pense que c'est aussi en parlant de ses expériences personnelles, en l'occurrence la ZAD, ce que je disais tout à l'heure. Donc d'un seul coup j'étais un peu animé par le sujet de la collapsologie, de la théorie de l'effondrement, puisque je sortais d'un documentaire là-dessus. Donc je pense que le sujet, j'y étais. Et pour ce qui est après de la forme du scénario et de la façon dont c'était écrit, je pense que j'ai vraiment accentué sur les personnages et la relation entre la mère et son fils. Et quand je te le pitchais, j'ai l'impression que je te racontais surtout ça. Je disais oui, c'est un univers, ça se passe en anticipation, mais ce que je veux faire, c'est un film dramatique qui se passe dans le futur, mais filmé comme un film dramatique. Et c'est ce que j'ai envie de... Le principal, c'est le au revoir, et c'est ce voyage des deux, en fait, de leur relation. Oui, puis moi ce qui m'a frappé, c'est ces deux choses, effectivement, la partie très documentée que tu avais sur l'engagement de ce jeune homme zadiste, toutes ces questions-là de comment est-ce qu'on fait pour avoir un impact réduit sur l'environnement, etc. Toutes ces questions-là, tu les avais traversées dans les documentaires que tu avais fait, et par tes propres renseignements aussi que tu avais réussi à glaner à droite à gauche, et tu avais vraiment une très très forte réflexion là-dessus. Moi, c'est ce qui m'a aussi convaincu. Et la deuxième partie, évidemment, c'est aussi l'aspect, parce que moi c'est ce que j'aime faire, c'est du cinéma narratif, et donc c'est vraiment faire des choses à hauteur des personnages. Et donc ce qui m'intéressait, c'était cette relation de non-dit entre une mère qui rend service à son fils, mais que du coup qui lui dit ah bah oui, mais je vais peut-être te raconter des trucs que je t'ai jamais raconté sur le père, mais en fait elle le raconte pas vraiment, et en fait d'un coup il partage un moment de musique et lui dit bah non, mais c'est ta musique, c'est pas la mienne. Enfin, c'est tous ces trucs là de complexité de personnages qui m'intéressaient, et en même temps elle fait quand même le geste, d'où le titre, de dire au revoir à son fils dans un dernier road trip. Et ce qui m'intéressait, c'était vraiment ce moment très court de quelques heures de voyage entre ces deux personnes qui savent pas se parler, et voilà, c'était cet aspect là de complexité des personnages, de cette relation mère-fils qui m'intéressait. Et la cause qui est défendue du coup à la fois par Canal+, par toi du coup on imagine, et par ton film, est-ce que c'était au cœur de vos deux projets? Est-ce que vous mettiez l'accent sur la ZAD du coup, et la cause écologique? Moi je pense que ce qui a été le plus difficile, où on s'est battu pour justement leur faire accepter le projet comme il était, c'était ce côté, comment dire, le fait que ça parlait pas d'un futur si positif, etc. Puisque normalement dans la collection, le thème aussi c'était que ça devait être des futurs
positif, pas dystopique, etc. Et quand même dans Kenavo, il y a un truc un peu à la Big Brothers, où on est quand même surveillé sur le nombre de kilomètres qu'on parcourt. Donc je pense que c'était plus autour de ce sujet-là, moins sur l'écologie, sur ce thème-là qui était déjà présent, mais sur le côté dystopique de ce futur, où il y a eu plus de discussions et plus de retours, et finalement qu'on a réussi à garder dans le film, mais qui a été, ça a fait objet de discussion sur ça. Oui, puis après même sur la fabrication du film, assez vite, dans notre premier rendez-vous avec Maël, en fait, on s'est dit, bon, bah du coup, le film, ça serait incohérent de le faire de manière totalement désintéressée vis-à-vis de l'environnement. Moi, je suis adhérent à la charte EcoProd, donc tout de suite, il y avait aussi ce questionnement de savoir comment est-ce qu'on pourrait fabriquer le film dans un impact réduit à l'environnement, au vu du sujet du film, d'abord, et au vu aussi de nos engagements respectifs chacun. Et donc du coup, tout de suite, on s'est bien entendu là-dessus. Et je pense que aussi ça a été partagé par quasiment toute l'équipe, et notamment aussi par Joséphine Demeaux, par Adrienne de la Vega, qui sont les deux acteurs principaux, et qui étaient aussi quelque part sensibilisés, voire peut-être même plus que certaines personnes, hein, sur ce sujet-là. Donc je pense qu'il y a aussi, maintenant, j'ai l'impression qu'en 2022, fabriquer un film en se foutant complètement de l'environnement n'est plus du tout envisageable. Donc du coup, on a partagé, je pense, sans vraiment se le dire, hein, mais on a partagé assez facilement ces valeurs, de savoir, ok, on fait ce film-là, mais comment on le fait et devient aussi important. Donc mélanger la cause politique, écologique, le parti pris dystopique, le film de genre plutôt, et le côté narratif qui t'est cher, comment vous avez travaillé cet équilibre, et notamment est-ce que vous l'avez travaillé avec quelques références qui vous sautaient à l'esprit l'un et l'autre? Moi j'ai beaucoup regardé avant de tourner comment c'était de Truffaut, Fahrenheit 451. Parce que dans l'univers, etc., ça m'avait beaucoup aidé. Et sinon après vraiment une des refs, mais qui est beaucoup plus dystopique que Kenavo, il y a Les Fils de l'Homme de Alfonso Cuarón, où il y a même des petits rêves, des petits clins d'œil. Lui dans Les Fils de l'Homme, donc c'est tourné en 2009 mais ça se passe en 2027. Il avait un t-shirt London 2012 alors que les JO n'étaient pas encore passés. Voilà, dans le film il y a un t-shirt Paris 2024 alors que les JO se sont passés aussi. Enfin voilà, il y avait des petits clins d'œil comme ça, pour la dystopie. Après moi c'est comme ça qu'on a défendu les choses aussi et qu'on en a parlé avec Canal. C'était plus on voudrait un monde sans problème, justement qui n'est pas dystopique, etc. Mais plus ça le rend en fait. Plus on est dans un monde de bisounours où on fait croire que tout se passe bien dans un futur, et plus ça devient justement hyper angoissant et justement ça montre qu'il y a un problème. Souvent dans les dictatures d'ailleurs, on nous dit qu'il n'y a pas de problème, qu'il n'y a pas de méchants, il y a sur ça, donc c'était aussi comme ça qu'on a réussi à convaincre en disant non mais dans toutes les sociétés même futures il y aura des choses à critiquer. Et ce qui était aussi très fort esthétiquement, c'était ce que voulait défendre Maël, c'était cette idée de, en gros, il y a quelques éléments qui font penser au futur, comme la carte d'identité sur le téléphone, le fait que on a une interaction avec la voiture, le mode de paiement qui se fait aujourd'hui et facilement aussi avec le téléphone. Il y a des grands panneaux aussi, zéro carbone, France 2050. Enfin, voilà, on avait voulu par des petits éléments mettre ces choses-là qui font vraiment référence à quelque chose qui va passer dans le futur, et en même temps il y avait aussi ce souhait d'être quand même dans un futur qui était très proche et qui est vraiment très semblable à ce qu'on vit aujourd'hui en 2022, parce que finalement 2038 dans l'histoire de Kenavo c'est dans 15 ans, donc c'est vraiment très très proche quoi. Il y avait un côté décroissance, je pense qu'il fallait amener aussi sur les costumes aussi qu'on a fait, et je voulais aussi des voix familières. On parlait de voix, on a donc du coup la voix du van, c'est une voix assez connue puisque c'est Simone Hérault et c'est la voix de la SNCF. Qui fait la voix du van, et donc c'était hyper important. Moi il y a une fois, il y a un matin, je t'appelle, je fais ok, j'ai trouvé la voix du van, je sais ce qu'il nous faut. Il faut que ça soit une voix qui à tout le monde parle et qui soit hyper proche de nous, qu'on ait tous entendu une fois dans notre vie. Assez rassurante. Justement, il faut que ça soit la voix de Simone Hérault qui fait aussi la voix de la SNCF. Est-ce que c'était important pour toi qu'on ne voit pas la ZAD dans cette scène? Oui, je pense que c'était un choix volontaire, puisque de toute façon si d'un seul coup on montrait ce qui se passe de l'autre côté,
on donnait un peu une réponse au film et j'ai l'impression qu'on prenait un peu plus parti aussi en disant bah voilà, la solution c'est ça, le monde meilleur c'est ça, vers quoi il faut tendre c'est ça, et alors que c'était pas du tout le point de vue du film. Je pense que Erwan est plein de désillusions aussi. Il sait ce qu'il quitte, mais il ne sait pas vers où il va. Et encore une fois, voilà, il y avait des références comme au film Les Fils de l'Homme, justement, où à la fin, alors qu'on a vécu tout leur périple à leur côté, la fin se finit sur une barque, quoi, et on espère qu'elle va rejoindre le bateau qui vient la chercher. Enfin, on comprend que le bateau vient la chercher, mais c'est tout. On ne voit jamais le nouveau monde vers lequel elle essaye de rejoindre. Donc voilà, c'était ça. Et après, tout simplement aussi scénaristiquement, sur 15 minutes, montrer la ZAD, qu'est-ce que ça aurait apporté, faire un petit épilogue de 1 minute sur la ZAD, je trouve que ça aurait été hyper... Enfin, la fin, il y aurait une sorte de redescente en termes de rythme et tout qui n'aurait pas fonctionné pour moi. Et puis parce que la relation, c'est ça l'important en fait. Et donc du coup, montrer la ZAD, c'était finalement être plus du parti du côté de Erwan, alors qu'en fait nous, on essaie de positionner le film du côté de la mère qui dit au revoir, d'où le titre. Et que montrer la ZAD, c'était du coup repartir avec Erwan sur quelque chose d'autre, et n'importe quelle image de la ZAD aurait écrasé un imaginaire avec des préjugés, des préconceptions de chacun. Et en fait, c'est pas le but. Ce qu'on veut, c'est juste le lâcher. Une des dernières images aussi qui était au montage, c'était cet au revoir là sur la plage où on revoit le petit garçon, et donc du coup ça fait écho à sa propre histoire, du point de vue de la maman, de laisser partir son enfant. Voilà, c'était ça l'objet du film. Un élément évidemment important dans ce film, ce sont les décors. T'aurais aimé tourner en Bretagne ? J'aurais adoré tourner en Bretagne. J'ai quand même réussi à négocier 2 jours de plan de mer en Bretagne. Donc en fait toutes les côtes bretonnes que vous voyez dans le film sont des vraies côtes bretonnes. Mais par contre c'est vrai que pour ce qui est des décors principaux, tout ce qui est ce qu'on appelle du rolling, donc les scènes de voiture et la ferme, la séquence de la ferme aussi, et les éoliennes aussi, enfin tout le reste du film a été tourné entre la Normandie, le Perche, enfin tout ce noyau, toute cette frontière là entre 3 départements, ce que tu expliquais l'autre jour. Trois régions. En fait c'est la forêt du Perche, donc c'est une grande forêt qui couvre à la fois une bonne partie de la Normandie, puis au sud on est dans le pays de la Loire, et au nord on est du côté de la Bretagne. Donc en fait on a passé plusieurs jours à changer de 2-3 fois par jour de décor pour pouvoir justement tourner dans tous ces environnements là. Et Maëlle a fait des repérages au préalable pour savoir à quel endroit on allait tourner, telle éolienne, le passage de la rivière, etc., etc. Donc du coup c'était hyper important de se repérer ces lieux-là, et malheureusement pour des raisons financières, on va pas se cacher, on n'a pas pu tourner en Bretagne parce que c'était trop long et trop cher et trop compliqué. Sans soutien de la région de Bretagne, c'était difficile. Donc on l'a fait sur une zone qui était plus proche et dans des moyens qui étaient un peu plus modestes, on va dire. Mais quelque part que c'était des endroits assez dépeuplés, finalement c'était important pour ton film. Complètement. Dans tous les cas, il fallait qu'il traverse des endroits vides, tout simplement parce qu'en plus quand on raconte un futur, surtout avec l'économie du court-métrage, on ne pouvait pas se permettre qu'il traverse des villes. Déjà c'est parce que j'avais envie de filmer de base, mais en plus si on avait dû les faire passer par des villes, etc. Et aussi je suis persuadé que les petits bleds par chez nous, en 2038, ressembleront majoritairement aux bleds comme ils sont aujourd'hui. C'est des petites maisons bretonnes avec toujours le panneau Kenavo en sortant de ville. Je pense vraiment que... Toi tu penses ça? Ouais. Tu penses pas qu'on va être inondé de Parisiens et d'Anglais? Alors ça sera sur la côte, ça sera les maisons secondaires sur la côte, etc. Mais je parle des petits villages comme le Folgoat ou les Snevins ou vers chez mes grands-mères et tout. Moi je pense que ça va, on sera protégé de ça. Et toute cette verdure aussi c'était hyper important parce qu'on a compris qu'en 2038 il y a censé avoir une espèce de prise en charge avant 2038 de cette campagne. D'un coup ça allait être sans doute replanté en arbre, donc il y a aussi cette notion-là aussi de quelque chose de très, très généreux dans l'environnement, très vert, très humide avec des fougères, avec toute cette végétation-là. Donc voilà, on s'est dit que ça collait bien. Et ça a arrangé évidemment, et que du coup de toute façon on n'avait pas le moyen de faire traverser des villes en 2038 avec le budget qu'on avait. Le film il est éco-responsable, éco-produit, donc c'est forcément une cause qui vous est chère à tous les deux. Oui. Comment vous agissez au quotidien dans votre vie et comment vous envisagez le futur
La décroissance pour toi, Maël, du coup C'est la façon, ça va être très compliqué, c'est pour ça que je me place dans le personnage de Luna dans le film, puisque c'est un peu moi à 40 ans, ce personnage-là, en 2033, là j'ai 40 ans. Donc c'est clairement moi, et j'ai vécu dans un confort avec mon téléphone depuis quasiment que je suis né. Donc c'est vrai qu'envisager par exemple rien que cet objet-là, de le sortir complètement de ma vie, je sais que ça serait très compliqué, très complexe. Par contre, là, sur des gestes perso quotidiens, je pense que je suis déjà flexitarien, je mange beaucoup moins de viande, et je serais prêt si dans 10 ans on me dit qu'on passe tous on devient tous végétariens, j'aurais aucun souci à le devenir. Enfin, je pense même qu'on... Voilà, là je fais encore une pseudo-prophétie. Je pense même qu'on va devoir tous ne plus manger de viande à un moment donné. Bon, après, ça regarde chacun. Voilà. Et voilà, ça c'est pour la consommation d'eau, c'est énorme. Se déplacer moins, malheureusement, dès qu'on prend un avion, on explose notre bilan carbone. Donc ça c'est... Et moi qui aime bien voyager, c'est les deux gros efforts où je dois faire attention aujourd'hui. Je pense que ça va être sur la viande, et ça va être sur le transport aérien pour les voyages. Mais tu crois qu'on va s'en sortir par des petits gestes personnels? Ah non, je pense qu'il faut qu'il y ait un vrai sursaut et des politiques qui sont mises en place au sein de l'Union européenne. Et moi je pense que ça sert à rien qu'on se mette 10 000 sous-règles en France si derrière on ne les applique pas dans tous les pays qui font partie par exemple de l'Europe, de l'Union européenne. Voilà, moi c'est sur ces deux-là, et même si on peut parler aussi des jets privés, même si on dit que oui c'est 0,02% de la consommation de carbone finalement, etc. Non, je pense que les gens ont du mal à ce qu'on leur demande de faire des efforts au quotidien, de faire pipi sous la douche, etc. Et derrière il y a des gens qui pour 1 heure de transport en voiture prennent un jet en 10 minutes, pour faire 10 minutes de vol. Je trouve ça ahurissant, et ça j'espère que tout le monde va prendre ses parts de responsabilité. Là c'est même plus une question de pourcentage et de quel est notre impact, c'est une vraie question de morale, ça c'est sûr. Et toi Adrien, en tant que producteur, c'est peut-être plus compliqué? Moi en tant que producteur, déjà depuis des années j'ai pas de voiture, je me déplace que en transport en commun, j'essaie de réduire de la mesure du possible au quotidien tous mes gestes pour pouvoir avoir moins d'impact. La société, dès ses créations, moi j'ai dit en fait il faut qu'on fasse des réductions, en tout cas qu'on réfléchisse à comment est-ce qu'on peut produire plus intelligemment. Donc par exemple sur le film de Canavo, on a mangé que dans de la vaisselle en dur, classique, donc, qui était lavable. Normalement sur les tournages, ce sont que des choses qui sont utilisables une fois, qu'on prend et qu'on jette, qu'on met dans la poubelle, ça fait des gros déchets, donc on a eu ce choix-là. C'est pareil pour les décors du film. Les décors du film, c'est des décors qui ont été ou récupérés ou qui ont été utilisés pour le film et après qui ont été recyclés ou revendus, ou voilà, qui normalement aussi dans un schéma on va dire classique sont achetés neufs, utilisés pour le film, pour le temps du tournage et après jetés à la poubelle. Voilà, toutes ces actions-là, moi j'essaye de les faire au quotidien. Après sur la projection dans le futur, j'en sais rien, j'en sais rien. Franchement pour moi c'est vraiment l'incertitude. J'essaie juste de faire à ma mesure les choses, et nous en tant que producteurs on va être obligatoirement on va devoir faire des rendus sur le bilan carbone des tournages à partir du 1er janvier 2024 par le CNC pour obtenir des aides financières. Donc du coup, moi c'est quelque chose qu'on fait déjà, on ne fait pas le bilan carbone et on a déjà réduit notre impact. Donc voilà, c'est une question qui de toute façon est sur le tas, et est-ce que les actions qu'on va faire collectivement vont suffire? Ça, c'est difficile à répondre. Là encore, le film, ou le projet même de Canal+, ça unit, pas deux contraires, mais ça unit deux ambitions très différentes. L'une qui est militante, politique, et dans l'ambition de Canal+, j'imagine que, comme tu le disais, c'était plutôt une utopie qu'une dystopie, donc c'était plutôt passer un message positif. Mais de l'autre côté, toi, tu es un artiste, tu es cinéaste, tu fais du cinéma. Et du réel en plus, enfin, moi je m'inspire vraiment du réel, donc même si là c'était de l'anticipation, j'étais obligé de rester en prise et en connexion avec ce qu'on vit aujourd'hui et avec ce que je lis tous les jours. C'était impossible pour moi de faire un univers de bisounours et d'aller dire ce qui ne va pas être
dans 2038. Et je ne dis pas qu'on va avoir des restrictions de déplacement à 100 km, etc. et des restrictions d'énergie, quoique, parce que là on est en train de nous dire qu'on va peut-être couper le chauffage cet hiver à certaines heures, en tout cas pas pour les foyers pour le moment, mais pour les supermarchés, etc. Donc c'était juste pour alerter là-dessus et je ne pouvais pas ne pas en parler, je ne pouvais pas faire comme si ça n'existait pas. Mais maintenant que ton film existe, Canal+ va l'utiliser, forcément on va le diffuser. Vous allez nous dire quand. Il est sur la plateforme, ouais, ça y est. Voilà. Et forcément il va être vu attaché à une cause. Toi, est-ce que tu as envie d'être vu comme un cinéaste militant ou est-ce que ce serait réducteur pour toi? Non, c'est jamais réducteur d'être militant, je ne le prends pas comme... Et si ton film, par exemple, il est diffusé et tu le retrouves dans un meeting de Mélenchon politique ou autre? Là, c'est différent parce que c'est un parti politique. Faut voir comment c'est fait, qui sont là, etc. Moi, je préférerais à la limite, si c'est à la fête de l'UMA, dans un projet, et donc là il y a plusieurs partis, et il n'y a pas que des partis politiques, et que c'est projeté dans un cadre comme ça, moi je dis oui, il n'y a pas de souci. Après, de la récupération politique à 100% du film, vous savez, ça peut être récupéré aussi par tout et son contraire. Il y a certaines personnes qui étaient anti-pass sanitaire qui ont récupéré à un moment donné le film dans des commentaires Facebook que je voyais qui disaient exactement prophétique sur le pass sanitaire, etc. Alors que moi je ne parle pas du tout de ça, je parle justement de l'écologie, je suis déjà à un autre level sur l'avenir. Donc voilà, en fait ça peut être récupéré par tous les côtés, par toutes les causes, et donc c'est pas le but. Mais par contre, ouais, une projection dans des forums et dans des classes, etc. Il n'y a pas de souci. Mais c'est clair que Maël a une dimension d'engagement dans son projet, ce qu'il n'a jamais caché, et moi ce que je trouve qui fait beaucoup d'intelligence et de subtilité, et je trouve que aussi il y a cette dimension toujours de se questionner, et l'intention du film a été aussi de raconter ça, et en même temps je pense que c'est quelque chose qui te que tu vis comme tu racontais tout à l'heure dans ton quotidien. Alors militant, oui, pourquoi pas, mais j'ai l'impression que c'est aussi un engagement. Et de toute façon, voilà, il y a plein de films, et je pense que c'est aussi hyper intéressant que des films comme Canavo puissent aussi faire l'objet peut-être de discussions après, pour qu'on puisse justement débattre, qu'est-ce que vous en pensez, qu'est-ce que Maël a voulu dire, et qu'en plus on voit, depuis que le film a été fait, on a tourné en juillet 2021, il y a des choses qui sont en train de se passer, et qui sont déjà presque dans le film, et inversement, et que du coup en fait on voit bien que le film lui ne change pas, mais que nous notre société elle est en train d'évoluer. Donc je trouve que cet aller-retour entre le réel, la vie, la société, le quotidien, et le film qui lui reste fixe parce qu'il est par définition fini, je trouve que ça serait intéressant d'avoir ce débat-là. Et de toute façon, c'est ce qui fait la qualité aussi, je pense, de certains films, c'est qu'on les revoit 5 ans, 10 ans après, ils posent des questions différentes, parce que du coup nous notre point de vue il a changé. Et je trouve ça formidable, qu'on puisse imaginer des discussions à travers avec ce film-là, ça serait formidable, quoi, par exemple. Moi j'ai très envie de le reprojeter en 2038. Je ne sais pas où je serai, et j'espère qu'on sera toujours là, sans être pessimiste. Non, et j'ai très envie de le projeter en 2038. On parle beaucoup de Soleil Vert cette année, par exemple. Soleil Vert qui a été... parce qu'il était tourné, il était censé présenter 2022. D'accord. Donc cette année, on n'arrête pas d'en parler en disant « Ah, c'était incroyable !» Ouais, c'est ça. Et comme Retour vers le futur, c'était 2015, je crois, le futur dans le 2. Donc, y en a qui se trompent moins que d'autres, ouais. C'est ça. Bon, alors, et donc Kenavo, si on veut le voir, comment les spectateurs peuvent le voir? Alors, on peut le voir à partir du 1er décembre jusqu'au 31 décembre sur Canal+, en clair. Dans le cadre du calendrier de l'Avent. Dans le cadre du calendrier de l'Avent de Canal+, donc j'en parle parce que c'est une petite fenêtre que offre Canal+, qui est assez rare pour que ça soit souligné. Et sinon, il est visible dès aujourd'hui sur MyCanal, avec un abonnement. Et après, on espère pouvoir le faire tourner aussi dans quelques festivals de cinéma. Et en tout cas, on est très heureux d'avoir été accueillis à Brest, parce que du coup ce sont les terres, on va dire, presque natales de Maël Karadec, et qu'on est très heureux d'avoir fait le film en pensant à la Bretagne, mais si on n'a pas pu le tourner pour des raisons financières, mais en tout cas il y a un vrai engagement aussi sur le territoire et sur le cinéma de Maël à le faire ici, il y a du sens pour nous. Et je vous laisse le mot de la fin, peut-être avec vos futurs projets, à l'un et à l'autre.
Futur projet, là je suis en écriture d'un long métrage parce que je sais que ça va prendre des années et des années, donc voilà. Et en fait j'aimerais bien peut-être faire un court métrage qui serait inspiré du long qui va suivre, faire quelques séquences en fait, de ce long métrage en court métrage. Voilà, je ne dis pas plus puisque c'est en écriture, mais voilà, j'en suis aujourd'hui. Et moi je viens de faire un autre film avec Canal+, qui s'appelle Bande Touche, de Valérie Leroy, qui a été une réalisatrice qui a été sélectionnée à plusieurs reprises ici à Brest. Donc le film va être diffusé à partir du mois de décembre, là dans quasiment un mois. Et après on va faire le début des sélections en festival, on espère très fort. Donc c'est l'histoire d'une jeune femme qui est médecin dans une équipe de foot et à qui on va expliquer qu'il faut qu'elle reste à sa place de médecin parce que ça couvre pas forcément les intérêts du match et de l'équipe. Et voilà, donc c'est un film assez engagé aussi, mais sur une autre thématique. C'est interprété par Suliane Braille de la Comédie Française, qu'on a vu dans La Nuée aussi. Il y a quelques sorties il y a un an et demi. Et après j'ai d'autres projets, d'autres courts-métrages qui sont en fin de production. Et après je développe aussi des premiers longs-métrages. Donc du coup là je suis en financement d'un premier long qui se passe dans les Alpes avec des loups. Enfin voilà, c'est des choses work in progress. Eh ben, merci beaucoup à tous les deux. Merci à vous. Merci beaucoup.